Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer avec trois personnages importants de l'organisation. Fabien Hamel, qui travaille en fait avec le commissaire du gouvernement près du Conseil régional de Paris-Île-de-France. Bonjour Fabien. Bonjour à On, tous. on a Cédric Saint-Antoine, qui est le responsable du service d'accompagnement fiscal personnalisé des PME et des TPE d'Île-de-France. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Patricia Sellier, qui est chargée de mission relations de confiance auprès du chef de service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Alors, la thématique aujourd'hui, c'est la relation de confiance. Vous en avez nécessairement entendu parler, ne serait-ce que par la communication qu'on a pu faire autour de l'examen de conformité fiscale, l'ECF. Et vous verrez que l'ECF, en fait, n'est qu'un des 7 points de la relation de confiance, comme vont vous l'expliquer Cédric et Patricia. Et donc, sans plus attendre, je vais leur laisser la parole. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, je les relayerai auprès des intervenants. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une petite heure de présentation et si on a un peu de temps après, ensuite, derrière, ce que j'espère, pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur cette nouvelle relation entre les contribuables et l'administration fiscale. Voilà, Patricia, Cédric, Fabien, c'est à vous. Eh bien, écoutez, honneur aux femmes, c'est ça? Je prends la parole. Vas-y. Rebonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'avoir ce moment d'échange avec vous et de vous faire partager l'ensemble de nos dispositifs et de vous montrer comment nous essayons d'évoluer au sein de l'administration fiscale. Alors, je remercie d'abord Laurent et son équipe d'avoir organisé ce webinaire et j'espère qu'il vous apportera des informations nouvelles et qu'il sera suivi d'autres échanges. Et nous sommes bien sûr toujours à votre disposition pour le faire. Alors, la relation de confiance, si vous voulez, elle s'inscrit dans le prolongement de la loi ESSOC, la loi du 10 août 2018, donc qui s'appelle la loi pour un État au service d'une société de confiance et qui prévoit en réalité deux choses. Elle nous demande de mieux reconnaître le droit à l'erreur. La législation est complexe et tout le monde peut se tromper. C'est ce qu'il faut qu'on reconnaisse davantage. Et elle nous demande aussi d'apporter davantage de sécurité juridique aux contribuables pour qu'ils se sentent en confiance lorsqu'ils s'adressent à une administration quelle qu'elle soit, puisque la loi ESSOC, elle concerne l'ensemble des services publics. En ce qui concerne la DGFiP, nous l'avons déclinée en une première orientation qui est mieux reconnaître les erreurs commises de bonne foi par les entreprises. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre l'accent sur la différenciation entre les contribuables de bonne foi qui cherchent à respecter les règles et qui se trompent, et puis les véritables fraudeurs, parce que nous sommes toujours animés de cette volonté de lutter contre la fraude. C'est notre mission première. Donc, cette relation de confiance, elle s'adresse à la première catégorie de contribuables que je viens d'évoquer. Et sur la partie, donc, mieux reconnaître les erreurs commises de bonne foi par les entreprises, nous avons adapté un dispositif qui n'est pas nouveau, que vous connaissez sûrement, puisque nous l'avons mis en place en 2004, au moment où nous commencions déjà dans l'amélioration des relations avec les contribuables. C'est le dispositif de l'article L62. Mais c'est un dispositif qui connaissait ses limites. D'abord, il ne s'adressait qu'aux entreprises et aux contrôles fiscaux externes. Il n'était pas prévu dans le cadre du contrôle sur pièces. Et puis, il exigeait un paiement immédiat. Or, les entreprises n'avaient pas la trésorerie suffisante dans certaines fois pour pouvoir acquitter spontanément et immédiatement le montant des impositions supplémentaires. Donc, nous avons élargi le champ du dispositif de l'article L62 et désormais, il s'applique aux particuliers comme aux professionnels. Il prévoit la réduction de 30% de l'intérêt de retard lorsque le contribuable reconnaît en cours de contrôle qu'il s'est trompé et qu'il souhaite donc acquitter les impositions supplémentaires. Donc, c'est un dispositif de droit que vos clients peuvent revendiquer à partir du moment où la bonne foi a été reconnue. De la même manière, il est possible de se mettre en conformité de manière spontanée
en dehors de tout contrôle, et de bénéficier, lorsqu'on est de bonne foi, de 50% de réduction de l'intérêt de retard. Je reviendrai tout à l'heure sur un autre dispositif que nous avons qui est de portée plus large et qui n'est pas limité à la bonne foi. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà comment nous essayons de mieux reconnaître les erreurs commises de bonne foi. L'autre volet de notre dispositif, c'est améliorer la sécurité juridique apportée aux contribuables. Et pour ça, nous avons deux possibilités. D'abord, nous le faisons en cours de contrôle avec la garantie fiscale. C'est même en sortie de contrôle. Donc, vous avez dû voir dans les opérations de contrôle fiscal externe une mention portée par les vérificateurs et de toute manière discutée au cours du débat oral et contradictoire avec les entreprises, qui est la garantie fiscale et qui oblige les vérificateurs à prendre position sur les points qu'ils ont examinés en cours de contrôle et qui n'ont pas donné lieu à rectification. C'est un élément de sécurité juridique qui ne va pas servir pour le contrôle en cours, mais qui va servir pour un contrôle ultérieur et qui permettra, si bien sûr l'entreprise a mis le vérificateur en situation de prendre position en toute connaissance de cause, et bien d'être complètement sécurisé et de ne pas être redressé au cours d'un contrôle ultérieur, si le vérificateur souhaiterait remettre en cause ce point, simplement d'en prendre acte et de le remettre en cause pour les contrôles à l'avenir. Donc, en clair, c'est un dispositif qui sécurise l'entreprise jusqu'à ce qu'il soit remis éventuellement en cause si on s'est trompé dans l'analyse précédente. Et puis, au-delà de ces garanties, vous savez aussi que nous avons introduit le recours hiérarchique en contrôle sur pièce. C'est une nouveauté également. Ça veut dire que le contribuable a la possibilité, avec son expert comptable, de solliciter un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ce qui n'était pas prévu initialement. Et vous savez qu'en CSP, on n'est pas dans un échange aussi proche que lorsque l'on est en vérification de comptabilité sur place, on est du bureau. Donc, il nous semblait important de pouvoir organiser un peu ce temps de discussion. C'est un élément d'amélioration, on l'espère en tout cas, de la relation avec les professionnels que vous êtes et vos clients, et que ça permet un dialogue apaisé et de dénouer certaines situations. Et puis, j'en viens maintenant à tous nos dispositifs de sécurisation juridique dont on va vous parler en détail avec Cédric. C'est l'accompagnement fiscal différencié selon la taille des entreprises. Donc, Cédric va vous parler de l'accompagnement spécifique pour les TPE-PME, qui est un dispositif qui est organisé au sein de chaque région, chaque chef-lieu de région, avec une particularité pour l'Île-de-France parce que c'est la DDCHIP du 92. Mais sinon, vous trouverez un dispositif similaire au sein de chaque chef-lieu de région et on vous dira comment retrouver, en dehors de l'Île-de-France, si vous en avez besoin, les autres services de l'accompagnement si vous avez des clients dans d'autres régions. Un dispositif, je vous disais, différencié selon la taille des entreprises, puisque en parallèle du dispositif que Cédric va vous présenter, nous avons un guichet national unique qui s'appelle le service partenaire des entreprises et qui s'occupe des entreprises de grande taille, donc les groupes, les multinationales et les entreprises de taille intermédiaire. En réalité, il s'agit de toutes les entreprises qui excèdent les seuils de la PME au sens du droit européen. Cédric vous rappellera les seuils tout à l'heure. Et donc, c'est le même principe, c'est un accompagnement sur la durée des entreprises qui souhaitent, en amont du contrôle fiscal et sur leurs opérations contemporaines, bénéficier d'une sécurisation juridique et qui viennent soumettre leurs opérations ou bien leurs projets d'investissement pour les entreprises qui se développent. Nous avons également des dispositifs de soutien plus ponctuels. Un dispositif que vous connaissez très certainement, qui est le rescrit. Et d'ailleurs, Cédric, dans le cadre de son activité, délivre des rescrits. Donc, vous savez, vous connaissez le taux de sécurité juridique offert par cet instrument. C'est un dispositif qui n'est pas nouveau, hein, là aussi, encore une fois, mais il bénéficie d'engagement que nous avons pris, d'engagement de rapidité
et d'organisation pour mieux vous répondre. Alors, nous sommes réorganisés dans le sens où pour les rescrits qui sont de la compétence de l'administration centrale, il y a désormais plus qu'un seul point d'entrée, c'est le service auquel j'appartiens, le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, qui se charge de traiter et de sous-traiter en cas de besoin l'ensemble des rescrits qui relèvent de l'administration centrale, y compris ceux qui, naturellement, devraient être traités par la direction de la législation fiscale. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous nous sommes engagés à traiter 80% des rescrits qui nous sont soumis au plan national dans un délai de 3 mois. Alors, nous y parvenons, en particulier pour les PME, puisque nous traitons leurs demandes dans un délai moyen de 65 jours. Nous prenons un peu plus de temps au global pour les entreprises, puisque nous traitons dans un délai de 87 jours. C'est un délai moyen, hein, bien sûr, il y a toujours des situations qui nécessitent un temps d'instruction plus long. Nous avons observé un engouement pour ce dispositif, puisque nous sommes passés de 18 000 rescrits en 2018 à plus de 20 000 en 2019 et plus de 20 000 en 2020. Donc, nous sommes sur une tendance haussière. Et puis, nous sommes conscients que certaines positions qui sont prises à l'égard de certaines situations peuvent intéresser l'ensemble des contribuables et des conseils. Donc, nous avons créé une base de rescrits de portée générale. Bien sûr, nous rendons anonymes les solutions, les saisines que nous avons, les mentions des sociétés ou des contribuables qui nous ont sollicités sont occultés, mais le contenu de notre réponse est mis à disposition plus largement sur l'espace public. Et nous allons essayer de nourrir encore cette base de données qui est accessible au BOFIP. Voilà ce que je voulais vous dire pour les rescrits. Je voulais également vous dire que nous avons d'autres dispositifs de soutien plus ponctuels à l'international. Si vos clients rencontrent des difficultés pour se faire entendre auprès des administrations fiscales étrangères, par exemple parce qu'elles ne peuvent pas déduire une charge alors que le droit conventionnel le permet, par exemple parce que le taux de retenue à la source qui est appliqué n'est pas conforme à la convention qui a été signée, parce que tel ou tel dispositif fiscal est mal appliqué de votre lecture ou de la lecture de l'entreprise, eh bien, nous pouvons d'abord faire une analyse avec vous et si nous la validons, nous intervenons auprès de nos homologues étrangers. Vous savez que la France dispose du plus grand réseau conventionnel mondial avec plus de 150 conventions et que dans le cadre de nos travaux de prix de transfert, de sécurisation juridique sur les accords préalables des prix de transfert ou de traitement des procédures amiables qui sont des dispositifs d'élimination de la double imposition, nous avons un réseau important d'homologues à l'étranger que nous rencontrons très régulièrement. Et de la même manière, nos instances supérieures, notre directeur général, les ministres, se sont engagés à nos côtés pour porter la parole, pour appuyer certaines entreprises si elles rencontrent des difficultés à l'international, lorsque nos ministres notamment se déplacent rencontrer leurs propres homologues. Voilà, c'est un point important, il me semble, pour l'international. Et puis, je terminerai par deux dispositifs. Alors, qui connaissent soit qui sont plutôt nouveaux, parce que nous avons lancé cette relation de confiance en mars 2019 maintenant, donc nous avons un peu de recul sur la manière dont nos dispositifs fonctionnent. Nous avons dressé un bilan il y a quelques mois, le 8 mars très exactement, et nous avons pu nous apercevoir que certains dispositifs méritaient d'être renforcés ou réorientés. C'est ce que nous avons fait avec le service de mise en conformité fiscale. Je l'évoquais tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des multiples possibilités de se mettre en règle avec la loi fiscale, soit parce qu'on en était de bonne foi, spontanément, avec des pénalités, des intérêts de retard réduits à 50% en dehors de tout contrôle, mais également, il y a un guichet national qui s'appelle donc le service de mise en conformité fiscale qui permet d'accueillir les entreprises qui ont commis des manquements,
soit parce qu'elles se sont aperçues au moment de racheter une entreprise. Par exemple, vous avez une entreprise qui a mis en place un schéma d'évasion fiscale via des filiales offshore, par exemple sur le versement de commissions à l'achat ou de commissions à la vente, qui alimente une tirelire cachée à l'étranger. Eh bien, les repreneurs peuvent mettre fin à ce dispositif et venir voir ce service de mise en conformité fiscale. De la même manière, il était étendu à certaines opérations de contournement du PEA ou alors tout simplement des schémas d'évasion fiscale à l'étranger. Mais ce service fonctionnait sous l'empire de la convention, de la circulaire de 2019 qui était limité donc, aux éléments dont je vous ai parlé. Et le 8 mars dernier, nous l'avons étendu dans 3 directions. Le premier, nous l'avons étendu à toutes les situations où il y a une difficulté pour chiffrer le montant du redressement. Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, bon, vous savez comme moi, hein, la fiscalité est quand même complexe et parfois on ne sait même pas si on est sur une prescription triennale, sexennale, décennale. On ne sait pas non plus si on doit appliquer un taux de TVA, quelle est l'assiette, comment on doit calculer sur quelle assiette s'applique ce taux. Donc, tout ça, ce sont des éléments de complexité. Nous avons également des éléments de complexité lorsqu'il y a plusieurs contribuables impliqués dans une même opération. Avec notre maillage territorial, vous pouvez avoir un client qui dépend de Lille, un autre qui dépend de Marseille, un autre de Toulouse. Et ça, ce sont des sources d'inquiétude pour vous en disant, mais ça se trouve, mes clients ne seront pas traités de la même manière selon qu'ils iront à tel ou tel endroit. Et puis, nous avons aussi des difficultés plus largement selon la nature des opérations qui peuvent être menées. Donc, nous avons tenu compte de ces éléments-là et donc nous avons ouvert très largement ce service qui peut donc désormais accueillir les contribuables, donc personnes physiques, personnes morales, qui ont le sentiment de ne pas pouvoir facilement régulariser leur situation. Et alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de ce service, au-delà des éléments que je viens de développer. Il y a un intérêt majeur, il y en a 2 en fait. Le premier, il est financier, il est qu'il y a un barème transparent qui a été publié et qui permet d'atténuer les pénalités. Lorsque le contribuable encourt 80% de pénalités, eh bien, les pénalités sont ramenées à 30. L'intérêt de retard lui-même est réduit. Les pénalités applicables habituellement sont réduites aussi. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, alors parfois le contribuable est de bonne foi, hein, je vous disais, on a élargi le champ de ce service, donc il n'y a pas que les contribuables passibles de pénalités, je tiens à le préciser, qui peuvent venir dans ce service, mais pour ceux qui seraient passibles de pénalités et notamment de manière plus, comment dire, plus compliquée, on va dire, de poursuite pénale, eh bien, dans ces situations-là, il n'y a pas de transmission automatique au parquet. C'est un point que nous avions discuté au moment des échanges avec la chancellerie, parce que le contribuable qui vient spontanément nous voir, alors même qu'il n'est pas en contrôle fiscal, n'est pas sous le coup de cette transmission. On lui reconnaît cette démarche spontanée et son dossier ne sera pas transmis, quelle que soit l'infraction qu'il a commise et quel que soit le niveau de pénalité éventuellement encouru. Ça, il me semble que c'est un point important. Si vous détectez des montages, si dans votre rôle de conseil, dans votre rôle d'expert, dans votre rôle de professionnel, vous identifiez des schémas répréhensibles aux yeux de la loi et que votre client a tout intérêt à se mettre en conformité pour avoir cette tranquillité fiscale, eh bien, il ne faut pas hésiter à lui proposer ce service. Et l'avantage de votre intervention, c'est que vous pourrez prendre les devants, vous pourrez aller présenter le dossier de votre client sans avoir d'entrée de jeu à dire de qui il s'agit, pour pouvoir avoir une première analyse sur le traitement fiscal qui sera réservé à la situation que vous aurez exposée. Et ça, il me semble que c'est un élément de sécurité dans la relation que vous pouvez entretenir avec votre client. Et puis, je termine vraiment très rapidement par un point, parce que je dis rapidement, parce que nous aurons l'occasion, et Laurent l'a abordé tout à l'heure, d'y revenir
à la rentrée de septembre, si j'ai bien compris, et nous allons pouvoir vous exposer en détail de quel sujet, de comment il va fonctionner. Mais c'est aussi un outil de tranquillité fiscale, c'est l'examen de conformité fiscale. Et c'est un examen qui vous revient par rapport aux professionnels que vous êtes, et vous pourrez, en amont du contrôle fiscal, avec votre client, au moment de l'examen de l'alias fiscal, ou juste après, vous aurez 6 mois pour le faire, pour valider 10 points d'un chemin d'audit qui a été déterminé en concertation avec vous, avec les représentants des entreprises, les représentants des experts, des avocats et commissaires aux comptes, des centres de gestion agréés. Et ces 10 points, c'est des points que vous connaissez, c'est des points usuels qui ont une forte connexion avec la comptabilité. Ce sont toutes les conditions de qualité comptable, la qualité des faits, la certification des caisses enregistreuses, et puis plus largement, ce sont les provisions, toutes les charges calculées, en fait, les amortissements, les charges exceptionnelles, les régimes d'imposition. Ce sont en fait tous les points qui sont très regardés par les vérificateurs lorsqu'ils viennent en contrôle, et ce sont les points que vous-même, sur lesquels vous avez une attention particulière. Et donc, comment ce dispositif va fonctionner? Ce sera en fait une prestation de service que vous allez rendre à votre client. Et une fois que la prestation sera rendue, donc vous allez mener ce chemin d'audit sur les 10 points. Lorsque vous aurez terminé votre mission, vous pourrez servir un compte-rendu de mission que vous allez nous adresser à l'administration. Vous allez d'abord nous signaler que l'entreprise a recours à ce dispositif en cochant une case dédiée sur l'alias fiscal, sur la déclaration de résultat, qui va être déposée là. Vous savez, on a étendu le délai de dépôt, mais qui est en train d'être élaboré. Donc, cette case est cochée, on sera informé que l'entreprise aura recours à l'examen de conformité fiscale. Vous aurez 6 mois pour faire vos travaux et rendre donc ce compte-rendu de mission. Sur chaque point, vous pourrez vous prononcer, dire si vous pensez que c'est conforme, pas conforme, ou vous ne prononcez pas parce que vous n'avez pas eu les éléments pour le faire. Et ensuite, lorsque l'administration fiscale, si jamais, c'est le cas échéant, bien évidemment, hein, il n'y a pas... ce n'est pas un critère de contrôle fiscal. S'il se trouve que l'entreprise est ultérieurement soumise à contrôle fiscal et que l'un de ces 10 points est remis en cause, c'est-à-dire que votre position n'est pas reconnue par l'administration, eh bien le contribuable, l'entreprise en tout cas, ne sera pas sanctionnée, elle n'aura pas d'application d'intérêt de retard. C'est le dispositif de la mention express que vous connaissez, qui permet à tout contribuable de faire connaître ses motifs de fait et de droit qui l'ont amené à prendre telle ou telle position. Et lorsque l'administration remet en cause cette position, elle ne sanctionne pas quand le contribuable est de bonne foi. Vous allez me dire quelle est la particularité? Bien, la particularité, c'est que si le vérificateur remet en cause un des points, le client pourra vous demander le remboursement des honoraires qui auront été versés au titre de cette prestation, mais dans la limite du montant du rappel qui aura été opéré. Alors, je vous dis tout de suite que l'examen de conformité fiscale, ce n'est pas un motif de contrôle fiscal. Au contraire, lorsque l'entreprise aura recours à ce dispositif, c'est pour nous une présomption que le travail aura été correctement fait en amont et que donc nous n'aurons pas de temps à perdre, entre guillemets, à aller vérifier certains points que vous avez déjà regardés de manière très attentive pour nous consacrer, nous, comme je vous l'ai dit en introduction, et du coup je vais terminer par là, nous consacrer à la lutte contre la fraude parce que c'est vraiment la mission que nous souhaitons incarner et pour laquelle l'administration fiscale a été investie, j'ai envie de dire. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Je vais céder la parole à Cédric, sauf si bien sûr à ce stade vous avez déjà des questions, mais je vais rester avec vous tout au long de cette matinée, avec grand plaisir. Laurent, on ne vous entend pas. Je disais merci Patricia pour cet exposé de l'ensemble des points de la relation de confiance. Ce qu'on comprend aujourd'hui, en fait, c'est que
Pour l'administration fiscale, il y a d'un côté les entreprises et contribuables qui font face à des difficultés de compréhension et qui sont de bonne foi et qui ont un sens civique développé, qui font elles-mêmes appel à leur expert comptable pour faire des ECF ou qui viennent spontanément vous voir. Et puis de l'autre côté, il y a la chasse qui se renforce, qui se durcit vis-à-vis des fraudeurs. Et donc l'idée, c'est d'être plutôt sympa avec ceux qui sont de bonne foi et qui sont un peu perdus et très très dur avec ceux qui sont de mauvaise foi et qui fraudent. Et donc c'est ça la nouvelle relation que l'administration souhaite mettre en place avec les entreprises. C'est très bien résumé. Exactement. Et alors cette relation de confiance avec ceux qui se trompent et qui par erreur font des erreurs, elle se décline à travers ces 7 points que vous avez exposés, dont l'un d'entre eux va nous être plus détaillé par Cédric, puisque c'est la possibilité d'avoir recours au service de l'État pour obtenir des conseils et de l'accompagnement sur des points fiscaux compliqués qu'on n'arrive pas à résoudre. J'espère avoir bien résumé votre mission, Cédric. Je vous laisse prendre la parole. Effectivement, sur le principe, le principe, c'est ça, et c'est ça, évidemment. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là à l'automne 2019, puisque j'avais déjà fait une présentation du service d'accompagnement. À ce moment-là, c'est vrai que j'étais un peu resté dans les grands principes, parce que on vous l'a dit, ça a été mis en place en mars 2019, donc à l'automne, on n'avait pas énormément de recul encore sur le type de dossier, de sujet que l'on allait traiter. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais quand même reprendre les principes généraux, les objectifs poursuivis dans ce dispositif, mais l'intérêt maintenant, c'est qu'on a un petit peu plus de concret à vous apporter sur le type d'entreprise qui nous saisit, le type de sujet, sur les modalités de saisine, ce qui va rendre peut-être, je pense, le sujet un petit peu plus vivant et qui va me permettre notamment d'insister un peu plus que ce que je ne l'avais fait l'autre fois sur la place et le rôle de l'expert comptable en accompagnement. Et puis peut-être à un moment donné des diapos de voir clairement la différence entre l'accompagnement et le conseil et voir vraiment en quoi, en tout cas, je vends la mèche un petit peu en le disant tout de suite, mais en quoi je pense que l'accompagnement est plus complémentaire que concurrentiel avec ce que vous faites auprès des clients que vous accompagnez aussi en fiscalité. On le sait évidemment et c'est effectivement important que l'on parle aussi de votre rôle par rapport à l'accompagnement. Alors, quelques précisions pratiques. On vous a déjà dit un petit peu au début qu'effectivement, on est installé à Nanterre, mais on est évidemment compétent pour l'ensemble de l'Île-de-France. L'équipe aujourd'hui est composée de 2 experts à temps plein, Madame Zumbrut Rabat et Monsieur Cédric Esvan, qui sont là ce matin, il me semble. Donc, qui sont les interlocuteurs dédiés des dirigeants et de leurs conseils lors des opérations d'accompagnement. Et moi, je suis plutôt là dans un rôle de supervision et notamment de m'assurer que tout se passe comme les dirigeants et les conseils le souhaitent, surveiller les délais un petit peu pour pouvoir apporter une réponse rapide. Voilà. Comme on vous l'a dit, comme on vient de vous le dire, l'accompagnement se range dans la catégorie des dispositifs de sécurité juridique. Et ce dispositif, c'est le fruit d'une concertation entre l'administration et les représentants des entreprises à la suite de la loi ESSOC, on vous l'a dit, et cette concertation est partie de constats, alors qui ne sont pas nouveaux du tout. Le constat d'abord que la législation fiscale est complexe et changeante, qu'un redressement, quel que soit son montant, c'est forcément un coût financier qui n'a pas été anticipé et donc peut mettre en difficulté au moins temporairement une entreprise. Et puis un dirigeant, notamment lorsqu'il s'occupe de structures de petite taille, un dirigeant n'a pas forcément ni les compétences ni le temps
ni la structuration en interne pour se consacrer à des questions administratives, en particulier à la fiscalité. On vous a dit que la sécurité juridique que l'on offre passe par le rescrit. Alors effectivement, ça n'est pas nouveau du tout, mais ce que je veux vous dire tout de suite, c'est qu'on ne fait pas que du rescrit. Alors effectivement, on l'offre parce que c'est la forme la plus aboutie de la sécurité juridique. Mais il y a toute une gamme d'interventions avant que ça prenne la forme d'un rescrit, et ça commence simplement en fournissant à l'entreprise, aux dirigeants, de l'information en fiscalité, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de sources sur Internet notamment, et que les dirigeants sont parfois un petit peu perdus face à toute cette source d'information. Et on peut déjà commencer, et c'est déjà un accompagnement. Lorsque l'on apporte à un dirigeant simplement le rappel des règles claires auxquelles il est censé être soumis. Voilà. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est la diapo suivante, merci. Alors ça va être une constante de tout ce que je vais vous dire. Le champ est extrêmement large, c'est souple, c'est vraiment un parti pris. C'est vraiment pour que cet accompagnement touche un maximum d'entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. Donc vous allez le voir tout au long, il y a très peu de règles à suivre, le champ est extrêmement large, on s'adapte à la question que l'on nous pose, le but étant de toucher un maximum d'entreprises. On vous l'a dit, c'est un accompagnement qui concerne les PME et les TPE, donc on vous a déjà parlé de la fourchette de ce qui passe au-dessus. Donc, je vous ai juste rappelé les seuils, mais vous les connaissez certainement. La PME, c'est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés, qui a un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions ou un total du bilan inférieur à 43 millions. Avec les règles spécifiques des entreprises liées et partenaires. Donc, quand on est au sein d'un groupe, il faut avoir cette analyse. L'analyse de ces seuils se fait au niveau du groupe en fonction des pourcentages de détention. Alors, on a aussi, on est assez souple sur ce critère-là, dans le sens où une petite ETI, finalement, n'est pas très différent d'une grosse PME. Et si des fois on est un peu à la limite du seuil, on n'est pas trop regardant non plus. Si c'est plus pratique que ça soit traité en accompagnement plutôt qu'en partenariat, ça peut se faire en bonne intelligence aussi. En dessous de la TPE, c'est la micro-entreprise. Et là, on n'a pas mis les micro-entreprises spontanément en accompagnement, parce qu'on estime que les sujets fiscaux qui concernent une micro-entreprise, normalement, devraient pouvoir trouver une réponse directement auprès du service des impôts des entreprises. C'est souvent des questions de dépassement de seuil, d'obligations déclaratives. Donc, on a effectivement jugé que ça ne méritait pas d'être intégré dans l'accompagnement. Encore une fois, c'est une règle qui est relativement souple. Si une micro-entreprise vient nous voir avec un sujet pointu, évidemment qu'on ne la renverra pas vers son SIE. Si on peut répondre, on répondra. L'ensemble des PME et TPE sont concernés, notamment il n'y a pas d'interdit ni de limitation sur le secteur d'activité, même si pour être tout à fait transparent avec vous, on est essentiellement saisi par des entreprises du numérique et de la tech. Alors pas que, évidemment, mais quand on regarde la répartition, c'est essentiellement ce type d'entreprise-là. Alors, c'est des entreprises extrêmement intéressantes, c'est des sujets fiscaux parfois nouveaux ou pas très bien commentés par la documentation administrative. Alors, c'est pas forcément simple à répondre, mais c'est des sujets intéressants sur lesquels il faut investiguer. Mais voilà, moi je suis un petit peu gêné de ne pas voir un petit peu plus d'entreprises industrielles ou de commerce. Alors, effectivement, on en a un petit peu, mais la proportion, c'est quand même essentiellement des entreprises du numérique. Et donc, on va chercher à changer un peu notre mode de communication pour aller chercher des entreprises des autres secteurs, parce qu'il n'y a pas de raison. Dans le tissu fiscal francilien, il n'y a pas que des startups du numérique, c'est pas vrai.
Donc, il faut qu'on soit aussi capable d'aller parler à d'autres secteurs d'activité. Ensuite, vous avez en bas à gauche une première typologie du type de questions que l'on peut apporter. Et vous voyez qu'effectivement en bas, c'est ce que je vous disais juste avant, ça commence avec simplement la communication aux dirigeants d'éléments d'information. Donc ça, c'est déjà un accompagnement. Alors, c'est pas très élaboré, mais c'est déjà un accompagnement. Mais évidemment, l'accompagnement, il est d'autant plus intéressant que l'on va travailler avec une entreprise individualisée sur sa situation de droit et de fait par rapport à ses projets actuels ou futurs. Et c'est d'autant plus intéressant de sécuriser ses choix fiscaux lorsque l'opération représente un enjeu financier important, que ça prend place dans le développement économique de l'entreprise, voire dans une phase de restructuration. Et j'ajouterais aussi que c'est d'autant plus intéressant de venir en accompagnement lorsque l'on sait que l'opération en question représente un risque en termes de contrôle ultérieur. Si une entreprise se place par exemple sous le bénéfice d'un régime de faveur, et ben c'est plus intéressant de sécuriser l'accès à ce régime de faveur en accompagnement, et là, très souvent, ça ira jusqu'au rescrit. C'est plus intéressant, enfin, en tout cas à notre sens, de le sécuriser en amont, plutôt que de risquer de se voir 1 an, 2 ans ou 3 ans après, se voir remis en cause l'accès à ce régime de faveur à l'occasion d'une opération de contrôle. Donc ensuite, vous avez une deuxième typologie des accompagnements, c'est un peu le type d'entreprise, le type de questions qui nous sont soumises. Et là, je voudrais profiter de cette typologie pour vous expliquer un peu la place, un peu votre place dans ces opérations d'accompagnement. Je vais être tout à fait franc avec vous. On a à peu près 8 accompagnements sur 10 qui se passent directement avec le dirigeant, qui ne nous, alors, entre guillemets, ne nous mentionne même pas l'existence de son expert comptable. Alors nous, on est toujours, on prend la question comme elle est. On échange avec qui on nous dit d'échanger, mais moi, j'avoue, je suis toujours un petit peu gêné sur certains sujets, notamment avec des enjeux financiers ou des risques fiscaux importants. Je suis toujours surpris que l'expert comptable ne soit pas systématiquement associé à nos travaux. Alors, pour être tout à fait honnête, la plupart de ces questions-là sont des questions relativement simples, donc qui ne justifient pas tout le temps qu'il y ait l'expert comptable aux côtés de son client. Mais il arrive dans ces cas-là que l'on traite certains sujets sensibles en dehors de la présence de l'expert comptable. Alors, moi, je n'ai pas d'avis sur cette question. Hein. C'est le rapport entre vous et votre client. Mais je vous avoue que ça me surprend un petit peu sur certains sujets. Par contre, on va voir un petit peu plus souvent votre intervention sur des sujets un peu plus complexes, dans le sens où c'est des entreprises d'une taille un peu plus conséquente, qui ont parfois déjà une structuration en interne sur la question comptable et fiscale, et qui se heurtent à des difficultés, y compris en faisant appel à des conseillers externes comme vous ou un avocat fiscaliste. Et puis vous avez une dernière typologie où le dirigeant et ses conseils ont fait tout le travail d'analyse en fiscalité, sont à 99% sûrs de la règle fiscale qui est applicable, mais
ils cherchent simplement à avoir la sécurité juridique du rescrit. Et là, ce sont des accompagnements qui vont essentiellement partir du travail de l'entreprise et de ses conseils, et sur lequel on va échanger pour aboutir, le cas échéant, à un rescrit. Voilà. Un dernier mot aussi sur votre intervention dans les dossiers d'accompagnement. On a de temps en temps, mais c'est relativement régulier, certains de vos confrères qui nous saisissent de demandes anonymes. Donc, c'est la société X qui mène telle ou telle opération. Quelle est la règle applicable en fiscalité? Ça, je vous avoue que c'est un petit peu gênant de traiter ces dossiers-là pour nous, parce que on est censé accompagner une entreprise. On n'est pas censé accompagner un expert comptable qui accompagne un client. Voilà. Donc, si la question est relativement simple, si c'est sur une obligation déclarative un petit peu spécifique, qu'on a la réponse, on va évidemment vous apporter la réponse directement. Par contre, si c'est des sujets qui impliquent de consulter certains contrats, en tout cas d'avoir un peu plus d'informations sur la situation de fait ou de droit de l'entreprise en question, on va se permettre dans ces cas-là de vous demander de lever l'anonymat de votre client et s'assurer que votre client est d'accord avec le fait que vous parliez de son dossier avec l'administration. Ça me semble plus transparent, notamment dans votre rapport avec votre client. Oui, et Cédric, juste, je me permets un petit complément. C'est aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous nous engageons à accompagner les entreprises de bonne foi. Et Cédric vous le dira tout à l'heure, il y a quelques conditions, notamment de ne pas avoir été sanctionné au cours des 3 dernières années par l'application de pénalités de contrôle fiscal, et puis de déposer ses déclarations fiscales et de payer ses impôts en temps et en heure. Donc, c'est aussi pour respecter cette condition importante que nous avons besoin de connaître l'identité de l'entreprise qui souhaite de l'accompagnement. Oui, effectivement. Alors, sur la diapo suivante, alors je vais passer assez vite puisque on a déjà pas mal parlé de ça jusque-là. Juste insister à nouveau sur le caractère extrêmement large de l'accompagnement, puisqu'on peut aussi bien traiter des questions liées à l'activité récurrente de l'entreprise. Alors là, on va par exemple parler du champ d'application et du taux de la TVA. On va pouvoir parler de la déductibilité d'une provision, des choses comme ça. Mais on va aussi travailler sur des projets. Et quand on travaille sur des projets, on va essentiellement présenter aux dirigeants les conséquences fiscales de certains choix. Donc, on a par exemple travaillé avec des dirigeants qui vont créer une filiale à l'étranger. On travaille avec des dirigeants en levée de... Tu t'es arrêté quand on travaille sur des projets. Ah oui, parce que tu es bloqué, Patricia. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est, personnellement, je t'entends. Voilà, très bien. Oui, donc je disais qu'on travaille à la fois sur l'activité récurrente de l'entreprise et également sur des projets, notamment des projets de développement économique. Donc notamment, on a par exemple, on a traité la création d'une filiale à l'étranger. On a aussi travaillé sur des levées de fonds, puisque dans tous ces événements-là, il y a notamment des dispositifs fiscaux incitatifs dont il peut être intéressant de sécuriser l'accès. On est évidemment compétent sur tous les impôts des professionnels, comme je l'ai dit aussi bien sur les opérations précises que sur des questions d'ordre général. L'accompagnement, il est ponctuel ou continu, même si évidemment le terme même d'accompagnement sous-entend une relation à long terme.
Mais en tout cas, tout se fait à la demande et selon les besoins de l'entreprise et de ses conseils. Voilà. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, où on va détailler un peu quelle est notre méthode. Et là, je pense que c'est un passage important parce que je pense que c'est là que se noue en fait la vraie nouveauté de la relation. C'est qu'on essaye un peu de changer la façon dont on travaille, la façon dont on échange entre l'administration et les entreprises. On a plutôt l'habitude d'une relation descendante de l'administration qui s'adresse à un contribuable, qui lui demande des justifications, qui va le contrôler, qui va le faire payer, etc. Alors, ça existe encore évidemment, hein, mais on essaye aussi d'amener un autre type de relation qui prend forme notamment dans les méthodes de travail de l'accompagnement. Ce service d'accompagnement, c'est évidemment un service qui est à la demande. Il n'y a aucune obligation, contrainte d'adhérer à l'accompagnement. On procède par des échanges souples et simples, pas de procédure derrière ça. Donc au téléphone, visio, on se déplace. Alors cette partie de déplacement sur place n'a pas toujours un intérêt pour le traitement de fond de la question, mais ça permet de mettre un peu plus de personnalisation dans les échanges et c'est effectivement toujours parfois pour nous très intéressant aussi quand même de voir les conditions d'exploitation de l'entreprise. C'est un service qui se veut à l'écoute, dans le sens où l'entreprise et ses conseils se voient désigner un expert qui est l'interlocuteur unique pendant toute l'opération d'accompagnement, même si moi je suis vraiment là derrière que en supervision. Mais vous avez un échange direct avec un inspecteur expert de la fiscalité des entreprises et qui se dédie à l'accompagnement. Le calendrier est adapté aux échéances économiques et déclaratives. Donc ça, c'est une phrase pour dire de façon imagée que l'on répond rapidement. Alors pour vous donner, c'est pas que un vœu pieux. On peut dire que les réponses d'ordre général sont traitées dans un délai de quelques jours. En tout cas, on apporte les premiers éléments en quelques jours. Lorsque la question le justifie ou que si l'entreprise le demande, on va jusqu'au rescrit. Là, ça peut prendre quelques semaines, sauf exception, notamment lorsque l'on est sur des sujets qui sont très peu commentés, voire même pas du tout, où on est parfois obligé d'aller chercher au niveau de la DLF ou de SJCF des éléments de réponse pour apporter une réponse sécurisée. Mais sinon, c'est dans un délai, je pense, relativement satisfaisant pour les entreprises et on a énormément de retours de satisfaction sur la qualité et sur le délai de nos réponses. Le service, il est personnalisé. Excusez-moi, c'est encore la même diapo. Le service, il est personnalisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où c'est d'autant plus intéressant que l'on s'intéresse à la situation d'une entreprise donnée dans son contexte de fait et de droit. Et je voudrais profiter de cet item sur la personnalisation, parce que peut-être que la formulation qui est choisie dans la diapo vous fait tiquer. Je voudrais profiter de cet item-là pour vous donner ma position sur le rapport entre accompagnement et conseil. Parce que je sais que c'est une question qui est venue et que je trouve tout à fait légitime. En tout cas, c'est une question qui était ressortie de nos premiers échanges à l'automne 2019. Mais alors maintenant qu'on a un petit peu de recul sur ce que l'on fait en accompagnement, moi je peux vous dire en tout cas, ça fait 18 mois que j'en fais.
à aucun moment, je ne me suis dit que j'étais en train de piquer du chiffre d'affaires aux experts comptables. C'est ma position, mais en tout cas, je vais quand même étayer un petit peu. Hein, je vais étayer un petit peu. D'abord, il faut qu'on soit clair. C'est peut-être évident pour vous, mais je préfère le rappeler. On ne donne aucune indication en comptabilité. Alors, ça vous paraît peut-être évident, mais faut savoir que quand arrive le mois d'avril, mai, on a des entreprises qui arrivent et qui nous demandent, ben voilà, faut que je fasse un amortissement, comment je calcule, ou ça, est-ce que c'est du chiffre d'affaires, etc. Donc, on sent bien derrière ça la personne qui veut faire sa comptabilité tout seul. Donc ça, on coupe court directement. Ça n'est pas le métier, ce n'est pas le métier de l'accompagnement. En tout cas, pour que ça soit clair, on informe gentiment qu'il y a des professionnels dont c'est le métier et que c'est pas à l'accompagnement d'aider quelqu'un à faire sa comptabilité. Voilà. Donc ça. D'ailleurs, Cédric, oui. les comptabilités, on les contrôle, mais on ne sait pas les faire. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On ne poursuivra pas DGFiP pour exercice illégal de la comptabilité. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors après, il faut quand même voir que concrètement, un dirigeant ou son conseil, il va nous saisir sur une opération, un dispositif, et il ne va jamais nous saisir en nous disant voilà, moi je vais mener telle ou telle opération, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre guillemets pour moi en fiscalité. Ça, on n'est jamais saisi de ces questions-là. Par contre, quand on est saisi, on peut se retrouver à exposer à un dirigeant ou à ses conseils, mais en général, c'est plutôt directement avec un dirigeant. On va évidemment lui expliquer les conséquences fiscales de ses choix. Mais par contre, une fois qu'on lui a dit, une fois qu'on lui aura exposé ça, on va pas lui dire il vaudrait mieux prendre ça parce que, ou plutôt ça pour une autre raison, ou si vous faites ça, vous serez moins imposé, ou il y a un risque plus important, etc. Ça non. On fait une information stricte. Alors pour vous donner un cas où on pourrait imaginer qu'on est le plus à la limite. Lorsque l'on a un dirigeant qui nous explique qu'il va faire une levée de fonds et qu'à cette occasion, il va faire rentrer au capital des personnes morales. Bon, on sait que par ailleurs, parce qu'il nous en a parlé, qui bénéficie du statut de jeune entreprise innovante. On va forcément lui dire que s'il fait monter des personnes morales au capital et que s'il les fait trop monter au capital, il risque de perdre son statut de jeune entreprise innovante. Et puis notre rôle, il va s'arrêter là. C'est après à lui de dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce qu'il faut que je réussisse ma levée de fonds au prix peut-être de perdre mon statut jeune entreprise innovante. Et puis si le plus important c'est d'être jeune entreprise innovante, il va peut-être faire un peu autrement sa levée de fonds. Mais nous, à aucun moment, on lui recommande l'un ou l'autre. On lui apporte simplement l'information claire des conséquences de ses éventuels choix. Voilà. Et puis on fait, enfin, moi à mon sens, on fait pas de conseils, simplement. En tout cas par rapport à l'idée que je m'en fais, c'est qu'on n'a pas les outils, tout ça simplement pour en faire. Quand je vous disais qu'on est saisi sur un sujet, on ne sait pas ce qui se passe à côté. On a les déclarations, mais par définition c'est sur le passé. Donc on ne sait pas, on ne connaît pas la situation de famille, on ne connaît pas, etc. On ne connaît pas les projets. Donc je veux dire, même si on avait l'envie d'en faire, je pense qu'on ne pourrait pas en faire. Et puis de toute façon, on n'a pas envie, et c'est pas la fonction, c'est pas la fonction de l'accompagnement. Voilà.
Donc, je suis tout à fait disposé à ce qu'on reparle de ça éventuellement après dans les questions. Mais je tenais quand même à vous illustrer un peu pourquoi je pense qu'il y a plus une complémentarité qu'une concurrence entre votre rôle et l'accompagnement. Pour terminer la diapo, mais je crois qu'il n'y a rien de nouveau dans le dernier item, le service est ajustable. Je voulais insister, on en a déjà parlé, sur la souplesse de ce dispositif qui est vraiment au service de la demande des dirigeants et des conseils. Ensuite, la diapo suivante, parce que je vois que le temps tourne, c'est des choses qui ne sont pas forcément nouvelles. Donc, on comprend que le service engage l'administration. C'est le rescrit, vous connaissez. C'est évidemment, mais c'est pas si évident que ça pour tout le monde apparemment, c'est un service gratuit. On a souvent la question. Donc c'est un service gratuit parce que ça fait partie des missions de service public. Le service est confidentiel. Là, je pense que ça vous intéresse un peu plus parce qu'effectivement, l'accompagnement est couvert au même titre que les autres activités de la DGFiP par le secret fiscal. L'accompagnement, vous l'avez compris, j'espère, ce n'est pas un contrôle fiscal. Même si, pour être tout à fait honnête, parfois en termes de méthode de travail, ça peut être relativement proche. Que l'on s'intéresse à un dispositif en contrôle ou en accompagnement, on va travailler sur les mêmes pièces, on va vous poser les mêmes questions, avoir le même type d'échange, et ça se fait évidemment, vous l'avez compris, dans un cadre, dans une ambiance qui n'est pas la même du tout et dans un cadre procédural qui n'est pas le même du tout, évidemment. Ensuite, la diapo suivante, bon là c'est les grands principes, donc on peut passer peut-être rapidement, mais simplement insister que ce sont ces principes-là qui font naître la confiance et la connaissance mutuelle. Évidemment que l'accompagnement repose sur un dialogue. Si on veut avoir un dialogue, il faut que tout le monde soit transparent, souple. Ça c'est plutôt pour nous. Le pragmatisme, oui. Alors je mets quand même un bémol tout de suite. Le pragmatisme, c'est dans la limite de ce que permet la loi et les commentaires administratifs, hein, évidemment. Vous n'aurez pas un traitement de faveur sur le fond parce que vous êtes passé par l'accompagnement. En tout cas, c'est par ces principes-là que se noue cette nouvelle relation de confiance. Ensuite, les conditions, on vous en a déjà parlé, donc Patricia en a déjà parlé. Effectivement, c'est une relation de confiance, donc on travaille avec les entreprises civiques, hein, les entreprises qui déposent, les entreprises qui payent. Alors, une entreprise qui est en difficulté pour payer, à partir du moment où il y a un plan qui a été mis en place, la condition est évidemment remplie. Je crois qu'il y a ensuite une diapo sur les différents sujets, où c'est d'abord la communication, je ne sais plus, voilà. Donc c'est pas normal. C'est mieux de rester là. Donc on va évidemment pas commenter le diaporama. Moi j'ai pas de souci pour qu'il soit partagé à tous les participants. Donc vous pourrez regarder un peu ce que l'on fait en rescrit, en réponse générale. Donc je ne vais pas commenter parce qu'on est arrivé au bout. Je vous laisse en prendre connaissance. Il y a aussi une diapo juste avant sur les actions de communication, un peu ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la fois directement aux entreprises pour leur parler de l'accompagnement, mais on s'adresse aussi à d'autres partenaires publics ou privés, institutions et autres, qui sont déjà dans un rôle d'accompagnement et de conseil aux entreprises. Pour leur faire parler de l'accompagnement. Sachez qu'au niveau national, et je termine là-dessus, l'accompagnement est soutenu donc par le MEDEF national, par la CPME, par l'ordre des experts comptables, par les représentants des avocats fiscalistes également. Et donc toutes ces institutions sont des partenaires avec qui on parle également pour qu'elles portent le message de l'accompagnement. On va terminer avec les adresses de contact. Donc, comme Patricia vous le disait au début, sur impôts.gouv.fr, vous allez retrouver toutes les coordonnées des services d'accompagnement. Donc, si vous avez des clients
en dehors de l'île de France, c'est à ces services-là qu'il faut s'adresser directement. Et pour toute question concernant l'île de France, toute question que vous savez à me poser, que ce soit sur comment se passe un accompagnement, si vous voulez nous soumettre un dossier d'accompagnement, tout se passe à cette adresse-là. Vous nous écrivez en quelques mots la problématique et c'est nous qui nous chargeons de vous recontacter pour vous proposer un créneau au téléphone, visio, en déplacement, etc. Donc, contactez-nous à cette adresse-là pour n'importe quelle question en accompagnement et c'est nous qui nous chargeons de revenir vers vous très rapidement. Voilà, je m'arrête, je vois qu'il est 10h31, on est pas mal. Merci de votre attention en tout cas. Bravo, merci à Cédric pour cet exposé très clair. Je peux peut-être juste rajouter un témoignage. J'ai fait appel en fait à vos services à 2 reprises ces derniers mois. Une fois pour le régime TVA d'une société qui est un fonds d'investissement qui facturait des honoraires de gestion. Et donc la question était de savoir si on était dans le champ de l'exonération en TVA compte tenu du caractéristique un peu particulière du dossier. Et donc on a eu une réponse rapide et précise et claire qui s'est traduite par la rescrit. Et puis la deuxième fois, vous ne l'avez pas évoqué dans la liste des sujets possibles, mais c'était en matière de Dutreil et d'éligibilité d'une société holding, à savoir si elle était animatrice ou pas, ce qui ne semblait pas poser de doute en ce qui nous concernait et qui a été validé par le service. Et donc maintenant, on a aussi un rescrit qui nous dit qu'au regard des éléments qu'on a apportés, on a bien à faire une holding animatrice et qu'on est éligible au dispositif Dutreil. Sous réserve évidemment que toutes les autres conditions sont bien remplies, ce qui va de soi, évidemment, c'est le principe. Et donc là aussi, on a pu échanger avec une de vos collaboratrices qui est même venue dans les locaux de mon client pour qu'on puisse lui montrer les différents documents qu'on établissait régulièrement pour matérialiser le caractère animateur de la holding. Donc le service est quand même très réactif. J'avoue que on était même relancé quand on n'envoyait pas les documents assez vite. Et donc, on ne peut que se féliciter de ce système qui, pour les clients, est un vrai plus, puisque ça leur permet d'être absolument sécurisés dans des opérations qui sont parfois complexes. Savoir si on mettait ou pas de la TVA, à la limite, peu importe la réponse. La question était de ne pas se tromper, parce qu'évidemment, dans les 2 cas, on pouvait être en situation délicate. Mettre en place une transmission d'entreprise sans être certain qu'on n'aura pas de discussion avec l'administration sur le caractère animateur de la holding, qu'on sera bien éligible au Dutreil, compte tenu des enjeux fiscaux, là aussi, la sécurité qui est apportée aux clients est précieuse. Alors, une fois qu'on est ça, j'ai quelques questions à vous poser et qui m'ont été posées par les confrères qui sont en ligne. La première, c'est d'où viennent les interlocuteurs auprès desquels on peut poser nos questions, quelle est leur formation et qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ont à la fois l'expertise et la compétence, mais qu'il n'y aura pas non plus de transmission, d'échange d'informations avec les SIE ou je ne sais pas quoi. Comment vous êtes Alors, sur le profil, déjà effectivement, ça a été un recrutement au choix, hein, c'est-à-dire que on a fait, je ne vais pas rentrer dans le détail du processus de recrutement, mais disons que c'est des personnes effectivement, donc Madame Rabat et Monsieur Esban, ils ont été choisis. Alors, à la fois sur des compétences professionnelles qui sont tous les deux très expérimentés en fiscalité des entreprises, et puis des compétences personnelles aussi, notamment sur la capacité à sauter d'un sujet à l'autre, de pouvoir échanger avec des personnes de profils différents. Donc voilà, ce sont des profils vraiment choisis et adaptés à ce que l'on souhaite faire. Après, sur la transmission d'informations, encore une fois, vous allez devoir me croire de bonne foi, mais tout ce qui se fait en accompagnement reste en accompagnement. Voilà. Il y a notamment, alors, vous dites transférer des informations au service des impôts des entreprises. Dans certains cas, il vaut mieux qu'on le fasse.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il y ait, par exemple, pour reprendre votre cas, il vaut mieux qu'il y ait un maximum de services de la DGFiP qui sait qu'on vous a fait un rescrit sur la TVA. Parce que si le SIE le sait pas, si un service vérificateur le sait pas, eh ben vous pouvez vous retrouver éventuellement avec ce sujet-là en contrôle alors qu'il a été traité avant. Donc, je vais garder toute information qui ne présente aucun intérêt pour vous en fait. Mais si j'ai sécurisé un sujet, il vaut mieux que tout le monde le sache à la DGFiP. Je pense que ce qui est derrière plutôt cette question, c'est dans les cas où on ne partagerait pas votre analyse. C'est-à-dire, on va dire, vous, par exemple, vous dites que c'est une holding animatrice, et puis finalement, quand on regarde, nous, on juge que c'est pas une holding animatrice et on ne vous fait pas le rescrit. Parce que c'est plutôt ce cas-là qui pourrait poser souci. Donc là, encore une fois, moi, je ne peux que vous demander de me croire de bonne foi quand je vous dis que ce qui est en accompagnement reste en accompagnement. Donc ça, moi, je ne vais pas aller dire que vous êtes. Alors, je ne vais pas aller le dire, et il ne faut pas non plus que ça vous dissuade de quand même rentrer dans le pacte Butrey. Si vous êtes sûr que vous avez raison, que c'est une holding animatrice, ben vous pourrez peut-être éventuellement soutenir la discussion si ça devait être remis en question après. C'est notre interprétation à un instant T au vu des pièces que l'on a pu voir. Voilà. Mais en tout cas, moi, je n'irai pas spontanément dire à un service de contrôle, attention, si monsieur machin il fait son Dutrey, il faut que tu lui remettes tout en question parce que nous, on a vu que c'était pas une holding animatrice. Je sais pas si tu veux. Juste... Oui, tu veux, oui. Oui, on a juste 2 minutes. Hein. C'est très important ce que dit Cédric. Alors, 2 éléments de réponse en complément pour l'équipe. C'était important pour nous d'aller chercher des équipes avec un état d'esprit un peu différent de ce qu'on peut connaître, ce qu'on a pu connaître dans le passé par rapport à notre action dans le contrôle fiscal. Donc, nous sommes allés chercher à la fois des équipes compétentes et à la fois des équipes qui avaient cet état d'esprit de relations apaisées et d'entrer dans une discussion avec les entreprises. Et ce que je peux vous dire, moi qui chapeaute les services au plan national, c'est qu'il y a une très grande satisfaction de ces équipes qui sont au contact des professionnels et des entreprises et qui apprécient d'être dans des relations vraiment apaisées, d'être en amont du contrôle fiscal sur des opérations contemporaines et elles trouvent ça vraiment très enrichissant et c'est un peu une voie nouvelle pour l'administration. Donc ça, je voulais vraiment partager avec vous ce sentiment de satisfaction qui me remonte de la part des équipes en interne et ça fait vraiment, vraiment très plaisir. C'est le premier point. Et puis, elles sont de toute manière, ces équipes compétentes au plan fiscal. Nous sommes allés les chercher, Cédric l'a dit, différents profils techniques. Nous avons des personnes qui sont issues du contrôle fiscal, mais nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont issues du monde juridique. Et ça m'amène à la transition sur le deuxième point, c'est comment vous garantir que les informations ne sont pas transmises. Simplement, nous avons souhaité au plan national que ces équipes soient distinctes du contrôle fiscal. Nous aurions pu choisir de placer ces services au sein des équipes de contrôle fiscal. Ce n'a pas été le cas. Elles sont dans des directions juridiques, elles sont dans des entités vraiment séparées. Et comme Cédric l'a rappelé à juste titre, heureusement qu'il y a un échange dans un sens, c'est-à-dire que lorsque Cédric prend position sur une situation donnée et qu'il délivre un rescrit, il faut que cette information soit transmise, ou en tout cas, elle n'est pas transmise, mais elle est à la disposition des équipes de programmation du contrôle fiscal et des équipes de contrôle fiscal pour ne pas avoir à aller embêter les entreprises pour une opération qui serait assez, qui relèverait de l'événementiel, parce que vous savez comment nous programmons, nous avons des orientations selon de l'événementiel, différentes opérations que nous repérons dans vos déclarations que vous déposez, et donc ça attire l'attention de l'administration. Et pourquoi aller voir une opération alors qu'elle a déjà été sécurisée par les services de l'accompagnement? Ça n'a aucun intérêt. Donc, cette information que l'opération a déjà été sécurisée est transmise. C'est dans ce seul sens que ça fonctionne.
Également, ce qui est transmis comme information, c'est que la société a eu recours à l'accompagnement. On le dit aussi, parce que ça doit alerter le vérificateur et se dire, mais est-ce que j'ai un intérêt à aller contrôler cette entreprise qui est sélectionnée dans ma requête, alors qu'au final, l'opération a déjà été sécurisée, c'est validé, je vais perdre mon temps. Et toujours dans la même idée d'aller dans des opérations qui nécessitent vraiment de lutter contre l'évasion fiscale ou tout simplement la fraude fiscale. Donc ça, c'est vraiment ces éléments-là. Nous n'avons pas à ce jour, en tout cas moi qui chapeaute les services au plan national, de remonter comme quoi ces éléments, cette organisation dysfonctionnerait. Ce n'est pas du tout ce qui me remonte. Et nous avons des équipes qui jouent le jeu parce que de toute manière, nous avons donné les instructions pour le faire. Nous sommes complètement fair-play sur ce domaine et ce n'est pas pour nous comment dirais-je, une organisation nouvelle. J'ai occupé pendant de nombreuses années en fiscalité internationale les accords préalables sur les prix de transfert. C'est la même logique. Quand une entreprise venait nous voir pour fixer ses prix de transfert, qu'elle livrait sa politique de prix de transfert, il n'y a pas de communication des éléments qu'elle nous a remis spontanément au service du contrôle fiscal. Et je terminerai juste sur un point, comme Cédric le disait, en cas de désaccord, il ne délivre pas de rescrit. Il ne transmet pas l'information au service du contrôle fiscal, mais pour autant, je rejoins ce que je disais aussi, c'est-à-dire que si c'est une opération qui se voit de l'extérieur, mais qui est vraiment importante, il peut y avoir un risque que le contrôle fiscal s'en saisisse, mais ce sera complètement indépendant de l'action des services de Cédric. Ça, vraiment, je vous le garantis. Alors, j'ai une autre question. Donc, lorsqu'on fait appel à l'accompagnement fiscal personnalisé, ça se conclut souvent ou à la demande de l'entreprise par un rescrit qui est donc opposable à l'administration et qui permet de garantir au contribuable qu'il n'aura pas de rappel s'il suit les recommandations qu'a dans le rescrit. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas à ce moment-là utiliser la solution classique de faire une demande de rescrit sans passer par l'accompagnement fiscal personnalisé? Quelle différence entre les deux? Très bien. Effectivement, c'est une question, d'ailleurs, je me l'étais noté et j'ai oublié de vous en parler dans ma présentation. Effectivement, on vous l'a dit, c'est pas nouveau le rescrit. Vous pouvez déjà en avoir. L'intérêt de passer, alors, il n'y a pas toujours un intérêt à passer à l'accompagnement. D'abord, tout ce que l'on classe dans les rescrits spécifiques, donc crédit impôt recherche, jeune entreprise innovante, entreprise nouvelle, tout ce qui relève des agréments en centrale et également notamment sur alors il y a aussi les agréments que gère la DRFIP de Paris sur la reprise des déficits, etc. Voilà. Tout ce qui est agrément et rescrit spécifique, tout ça, ça suit sa propre voie et l'arrivée de l'accompagnement ne change absolument rien. Par contre, ce que l'on fait des fois sur ces rescrits spécifiques, notamment on le fait beaucoup sur le crédit impôt recherche et jeune entreprise innovante, c'est qu'on va être en contact avec un dirigeant qui ne sait pas grand-chose du crédit impôt recherche et on va lui expliquer ce qu'est le crédit impôt recherche et on peut éventuellement, si c'est ce qu'il souhaite, l'accompagner jusqu'au dépôt de son rescrit auprès de la direction qui est compétente. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est le champ du rescrit général, c'est-à-dire la prise de position sur une situation de fait ou de droit, donc ça, c'est plutôt c'est vraiment le champ de compétences du service d'accompagnement, mais c'est aussi ce que faisaient, ce que font encore les directions des affaires juridiques en direction. Et donc là, sur ce champ-là du rescrit général, si vous pensez qu'un simple échange papier sans aucun contact avec l'administration vous permettra d'avoir votre inscrit, vous pouvez rester dans le parcours habituel. Vous allez envoyer votre dossier papier, puis 2 mois et demi après, vous allez avoir une réponse. Ça marchait, ça peut continuer à marcher encore. Par contre, sur certaines opérations où le dirigeant ou vous sentez qu'il y a besoin de mettre en place un véritable échange, là, c'est l'accompagnement qui va vous l'offrir. La voie habituelle par écrit
on peut le regretter, hein, mais n'offre pas cette possibilité d'avoir un échange. Le dialogue. C'est un peu à la main en fonction du sujet que vous voulez nous apporter. On ne répond pas plus vite ou moins vite que la voix par écrit. Ce qu'il y a, c'est que si vous sentez qu'il y a besoin que vous nous expliquiez quelque chose pour que l'on comprenne bien, parce que souvent, l'intérêt pour vous, c'est de nous expliquer, en fait, hein, parce qu'on n'est pas dans l'entreprise, on n'est pas dans l'opération, on n'est pas dans ce que veut faire le dirigeant. Donc, il y a des fois, il faut que vous nous expliquiez un peu ce que vous cherchez à faire. Donc, si vous vous sentez qu'il y a ce besoin d'échange et d'explication, je vous conseille de plutôt passer à l'accompagnement. Et j'aimerais revenir sur un point, hein, c'est qui peut être un frein. On a bien compris qu'on pouvait ne pas être d'accord. Oui. Mais bon, si on échange et puis que vous me dites, bah non, la holding, elle n'est pas animatrice, pour retenir cet exemple, et que je le fais quand même, est-ce que je ne risque pas, cette fois-ci, d'avoir la mauvaise foi? C'est-à-dire qu'en fait, on m'a déjà prévenu que ce n'était pas possible et je vais quand même faire l'opération. C'est pas le risque d'avoir les 40%, les 80%. Là, le mouvement, il va être carrément délibéré. Hein. Vous m'avez dit que ça n'avait pas le droit. Ben non, mais alors après, non, alors à la limite, moi je dirais même que c'est l'inverse. Alors, parce que finalement, on va se rendre compte peut-être 2 ans ou 3 ans après que vous avez cherché à sécuriser. Si vous l'aviez fait dans votre coin en disant voilà, je vais surtout pas demander parce que ils vont me dire non, donc je le fais dans mon coin et j'espère que pendant 3 ans on fichera la paix. C'est plus caractérisé que si vous avez fait d'abord un premier pas pour que l'on vous émette quelque chose. Après, nous, on va garder la trace de nos échanges, évidemment. Mais alors après, c'est peut-être peut-être quelque chose qu'il faut expliquer à nos services de contrôle aussi. C'est que saisir au préalable l'accompagnement, c'est plus un indice de bonne foi plutôt qu'un indice pour placer la mauvaise foi. Voilà. Mais en tout cas, moi je le vois plutôt, je le vois plutôt comme ça, et j'espère que ça serait appliqué comme ça. De toute façon, si on va jusqu'au bout de cet exemple, si ça devait arriver comme ça, moi je ne serais pas choqué que vous signaliez au service de contrôle éventuellement, dire attention, là, vous nous collez 40%, alors que nous, il y a 2 ans, on avait fait l'effort d'être clair et transparent. On n'est pas d'accord avec ce qui a été dit il y a 2 ans. Nous, on pense qu'on est toujours holding animatrice. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse. Et franchement, appliquer 40%, c'est un peu fort. Autre critère à côté. Hein. Mais voilà, moi, pour moi, c'est saisir l'accompagnement devrait plutôt être un indice de bonne foi, et parce que vous êtes venu vers l'administration. Je ne sais pas si tu veux compléter, Patricia. Alors, juste pour effectivement bien préciser qu'on a le droit de ne pas être d'accord quand on va dans ces services auprès de ces services de l'accompagnement, et qu'il y a toujours la possibilité de contester la position que Cédric aurait apportée via le collège de second examen du rescrit. Donc, il y a un recours tout à fait prévu dans le cadre de cette procédure, et c'est une instance complètement indépendante qui revoit la situation et donc qui peut réexaminer. C'est un second regard qui est porté au-delà des services de Cédric sur la situation et qui peut avoir une position autre. Voilà, donc c'était un point que je voulais donc rappeler, sinon je souscris complètement ce que Cédric vient de développer. D'accord. Peut-être faire une mention express quand même pour être plus tranquille. Non, je sais pas. Ça dispense aussi du coup de l'intérêt de retard, donc c'est coup double. Très bien. Alors, on me pose une question, est-ce qu'il y a une base de données des rescrits spécifiques qui ont été rendus au-delà de ce qu'on peut retrouver parfois dans nos FIP?
C'est une préoccupation que nous avons, en fait, c'est vrai, de mettre à la disposition à la fois au grand public et à la fois en interne, parce que c'est une expression de besoin aussi hein, que nous avons auprès de nos équipes. Donc, nous y réfléchissons avec les obstacles que vous connaissez, c'est-à-dire notre CNIL, le RGPD, etc., qui peut créer une petite entrave à cette base de données. Mais nous y réfléchissons, nous essayons de lever tous les obstacles et nous souhaitons vraiment que cette base voit le jour. Elle rendrait service à l'ensemble des professionnels et y compris en interne parce que c'est toujours se repencher sur une question alors qu'elle a déjà été tranchée. C'est de la perte d'énergie et en termes d'économie d'échelle et de sécurité juridique, on aura fait une grande avancée. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées par les experts comptables connectés. Je sais pas Il y si vous avait voulez. peut-être un point dans le chat où on nous demandait où trouver les autres dispositifs. Alors, c'est vrai que Cédric a bien précisé que l'accompagnement fiscal des PME, vous le retrouvez sur le site impôt.gouv. Hein. Il suffit de descendre quand vous êtes sur la première page, vraiment la toute première page. Vous allez tout en bas de la page Internet. Il y a une rubrique qui s'appelle « À savoir ». Et ben voilà, Cédric l'a dit. Et là, vous pouvez cliquer sur l'accompagnement PME et vous avez la liste des régions et vous retrouverez l'accompagnement PME pour l'Île-de-France. Ça, c'est pour le dispositif de l'accompagnement PME. Pour les autres, en particulier, celui qui peut vous intéresser, c'est le service de mise en conformité fiscale. Eh bien, Laurent, je vous propose soit de mettre mes coordonnées et puis à ce moment-là, on me contacte sans problème, ou bien sur le site, il y a aussi matière à retrouver l'adresse. Mais n'hésitez pas à ce moment-là. Si vous avez une situation qui nécessite d'être régularisé, vous pouvez tout à fait me contacter. Je vous donnerai quelques éléments complémentaires et vous orienterai bien volontiers vers ce service national. Eh bien, merci à tous de votre participation. On se retrouvera avec Patricia, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux universités d'été, donc du 7 au 9 septembre au Palais des Congrès de Paris. Et on aura le plaisir d'être les premiers à prendre la parole, puisqu'on aura un premier atelier sur l'ECF, donc l'examen de conformité fiscale, qui est l'un des 7 points de la relation de confiance que nous a présenté l'administration avec Cédric, Fabien et Patricia. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. Vous pourrez bientôt vous inscrire aux UO. Donc, surveillez votre boîte mail et puis on se retrouve, j'espère, de visu en septembre en présentiel et non plus en webinaire. Voilà, à très bientôt à tous. Merci. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée.